et son aspect ne dépend pas de la direction vers laquelle on regarde. Par exemple, je peux regarder n'importe quelle direction, je verrai à peu près le même taux d'expansion de l'univers. Après avoir posé ce principe, fut une condition essentielle à l'élaboration de notre cosmologie du XXe siècle, et c'est ce qui a servi à de nombreuses découvertes jusqu'à aujourd'hui. Mais ce principe, fondateur de la cosmologie, a le même statut qu'un postulat, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été réfuté, mais qui n'a jamais été démontré non plus. Apparaît alors la fragilité des fondations de cette science, et c'est toute la légitimité de la cosmologie qui est remise en cause par cette approche épistémologique. Et c'est la question que va se poser ce matin Christian Marinoni, celle de la légitimité du principe cosmologique. Est-il resté au stade de simple postulat ou a-t-il atteint un certain degré de confirmation, de vérification? À l'inverse de ce principe cosmologique, d'autres principes ont été écartés. Celui du caractère statique de l'univers d'Einstein, par exemple, que certains ont appelé principe cosmologique parfait, au sens où l'univers serait homogène dans l'espace, mais aussi dans le temps. Du statut du principe cosmologique qui a évolué à l'abandon absolu du principe de staticité d'Einstein, on voit bien que notre vision du monde a finalement changé depuis la naissance de notre cosmologie au début du XXe siècle. Et c'est cette différence de vision entre Einstein et les cosmologistes contemporains qu'Éric Audureau proposera d'aborder en cette fin de journée vers 11h. Enfin, on avait énoncé dans l'introduction de cette session une troisième classe de principes. Ces principes qui continuent de faire polémique en tant qu'ils engagent une prise de position qui est loin d'être philosophiquement neutre. Je pense au principe anthropique. Ce principe selon lequel les observations de l'univers doivent être compatibles avec la présence d'un observateur, une entité biologique douée de conscience. Ce principe peut être décliné de différentes façons, avec plusieurs lectures différentes, et je vais justement laisser la place à Gauvin Leconte ce matin pour qu'il décline ces différentes versions dans cette conférence intitulée « Expliquer et prédire dans le multivers sur la structure et la fécondité des raisonnements anthropiques ». Merci. Merci beaucoup, Simon, et merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être là. Je remercie encore, bien évidemment, les organisateurs, les organisatrices. Et effectivement, moi, je vais vous parler aujourd'hui du principe anthropique, de ses différentes versions, et de l'hypothèse du multivers. Ces travaux-là sont le résultat d'une collaboration avec le cosmologiste Julien Grün, que je remercie. Mais bien évidemment, toutes les erreurs qui pourraient s'être glissées ici ne sont que de ma responsabilité. Alors, qu'est-ce que le multivers et le principe anthropique si on essaye de les définir de manière relativement simple, en tout cas comme des hypothèses de travail? Le multivers en cosmologie, c'est un ensemble de régions de l'espace-temps qui sont déconnectées causalement, donc c'est des choses qui se situent au-delà de notre univers observable. Et on rajoute souvent l'idée que la physique varie dans ces différentes régions. On ne va pas trouver forcément les mêmes conditions initiales, les mêmes valeurs des constantes de la physique, voire les mêmes versions des lois de la physique. On voit bien le problème tout de suite avec cette hypothèse-là. Comment est-ce qu'on pourrait tester quelque chose qui est déconnecté causalement de notre sphère d'observabilité? Ça paraît compliqué. Et un raisonnement anthropique, c'est un terme un peu large que j'ai pris pour englober à la fois les explications et les prédictions qui ont pour prémisse le principe anthropique. Et ce principe anthropique, peut-être que la définition la plus simple, celle que donne Jean-Philippe Uzan, qui est de dire que c'est simplement le fait que nous observons l'univers est en soi une observation qu'il faut prendre en compte dans nos raisonnements. Mais on voit bien que là aussi, il y a un problème qui est clair et net, qui est que on ne voit pas quelle observation on pourrait faire dans notre univers, dans notre sphère d'univers observable, qui irait à l'encontre du fait qu'il y a des observatrices. Et oui, je dirais observatrice plutôt qu'observateur, parce que il n'y a que des hommes qui parlent ici, et je me suis dit que ça ferait du bien un peu d'inclusivité. Alors, le problème est donc le suivant, celui qui est très débattu, surtout d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, même si les débats ont commencé avant, c'est de savoir si ces hypothèses sont scientifiques. Pour un certain nombre de raisons historiques que j'exposerai un peu demain, en cosmologie, le critère de scientificité qui est généralement adopté, c'est celui de Popper, c'est donc le critère de réfutabilité. Et la question est donc de savoir si les raisonnements anthropiques, enfin si le principe anthropique et si l'hypothèse du multivers sont réfutables.
Et c'est là, je pense, qu'un regard de philosophe des sciences peut être intéressant, qui est de dire, déjà, il faut bien comprendre ce critère popperien de réfutabilité. Il n'est pas forcément aussi simple que la manière dont il est souvent exposé. Et en plus de ça, ce n'est pas le seul critère possible de scientificité. Il a un certain nombre d'avantages, mais aussi de défauts. Et il y a peut-être une autre question à se poser, qui est de savoir est-ce que ces hypothèses, le principe cosmologique et l'hypothèse du multivers, sont fécondes. C'est une autre manière d'aborder sa scientificité. Et pour pouvoir répondre à ces questions, il faut avoir un regard, même rapide, mais sur le développement de ces hypothèses, sur leur histoire. Donc je commencerai par une brève histoire du multivers et du principe anthropique. Ensuite, j'examinerai leur pouvoir explicatif, puis leur pouvoir prédictif. Et je vais essayer de faire ça, tout ça en une demi-heure, en restant clair et relativement nuancé. On va y arriver. Alors, une brève histoire du multivers. C'est compliqué à faire une histoire du multivers. Quand j'ai essayé de le faire pour l'ouvrage que je vais publier, je me suis rendu compte que c'était particulièrement difficile, parce que c'est un vrai serpent de mer, en fait, cette hypothèse-là. Elle apparaît, elle disparaît, elle revient selon certains, dans de nouveaux contextes, pour répondre à de nouveaux problèmes, et c'est le même cas pour le principe anthropique. Et c'est même pire que ça. C'est pas simplement un serpent de mer, c'est 3 serpents de mer qui se mordent la queue, parce que vous trouvez des hypothèses de mondes multiples, à la fois en cosmologie, en logique modale, avec la sémantique des mondes possibles, avec l'interprétation d'Everett des mondes multiples en mécanique quantique, et même si on peut séparer ces différentes hypothèses de manière assez claire, mais vous trouvez parfois des gens qui la confondent, ou alors elles s'influencent les unes les autres. Donc, ces 3 serpents de mer qui se mordent la queue. Nous, on va se concentrer sur l'hypothèse du multivers en cosmologie, selon la définition que j'ai proposée au début en introduction, mais une histoire plus complète du multivers supposerait en fait de regarder les interactions entre ces différentes formes d'hypothèses. Alors, le point de départ que l'on peut prendre pour l'histoire du multivers, il est un petit peu arbitraire, mais il me paraît bon, et du principe anthropique, c'est l'article de 1974 de Brandon Carter qui s'appelle « Large Number Coincidence and the Entropic Principle in Cosmology ». Dans cet article, en fait, ce que fait Carter, c'est qu'il reprend une longue tradition qui remonte au moins aux années 30, voire aux années 20, qui consiste à comparer des constantes ou des grands nombres de la cosmologie exprimés en unités naturelles, et on compare leurs ordres de grandeur, et on se rend compte qu'à quelques ordres de grandeur près, ils ont à peu près la même valeur, et on se demande pourquoi. Et ça avait été utilisé, ces coïncidences, notamment par Paul Dirac, mais aussi par Eddington, puis par Bondi, pour proposer des modèles alternatifs au modèle d'univers relativiste. Et ce que veut montrer Carter, c'est qu'en fait, si on utilise ce qu'il appelle le principe anthropique, eh bien, on aurait pu prédire ces coïncidences à partir du modèle du Big Bang. Donc, ça vient renforcer le modèle du Big Bang et la cosmologie relativiste plutôt que la réfuter. Alors, comment il fait ça? Eh bien, il va montrer que, par exemple, la coïncidence d'ordre de grandeur entre H0 et la masse du proton au cube, eh bien, on peut la démontrer si on fait un raisonnement anthropique qui consiste à dire que, en tant qu'observateur et observatrice, nous devons apparaître après la première génération d'étoiles, parce que nous avons besoin des éléments lourds qui sont créés lors de l'effondrement de ces premières étoiles pour que la chimie complexe du vivant puisse se développer. Et en même temps, nous ne pouvons pas être nés trop tard dans l'histoire de l'univers, parce que, alors, d'après lui, il n'y aurait plus suffisamment d'étoiles dans les galaxies, plus suffisamment de création d'étoiles pour que la vie ait une chance d'apparaître. Donc, quand il explique comme ça une coïncidence, il utilise ce qu'il appelle le principe anthropique faible. Et je vous donne là ces définitions, ce n'est pas les miennes, là c'est vraiment les siennes. Principe anthropique faible, notre position dans l'univers est nécessairement privilégiée, anti-copernicienne, dans la mesure où elle est compatible avec notre existence en tant qu'observatrice. Donc en fait, le principe anthropique faible, il dit juste, voilà quelle est notre position dans l'univers. Mais pour d'autres coïncidences, comme celle que j'avais mise là, par exemple le fait que la densité de matière a le même ordre de grandeur que h au carré, là on est obligé de parler des paramètres fondamentaux de l'univers, pas simplement de notre position dans l'univers, mais aussi d'un certain nombre de ces paramètres, par exemple sa durée de vie totale si on est dans un modèle d'univers clos. Et donc le principe anthropique fort, qui nous permet de déduire ces coïncidences-là, c'est un principe qui vous dit l'univers et donc les paramètres fondamentaux dont il dépend doit être tel qu'il admet la création d'observatrices en son sein. Donc, dans le principe anthropique fort, vous voyez, il y a un déplacement, ce n'est plus notre position dans l'univers qui est déterminée, ce sont les paramètres de l'univers
lui-même. D'ailleurs, Carter s'amuse à paraphraser Descartes et dit « Cogito ergo mundus talis est », je pense, donc le monde est tel qu'il est. Le fait qu'il y ait des observatrices détermine le monde. Et on voit bien dans l'article qu'il est un peu embêté par ce principe anthropique fort, malgré sa forte puissance prédictive. Pourquoi est-ce qu'il est embêté? Je pense que vous l'imaginez bien, ça paraît très étonnant de penser que nous, observatrices, avons un effet sur les principes, les caractéristiques fondamentales de l'univers. Et ça paraît même réintroduire une forme de providence divine et de raisonnement téléologique dans le domaine de la cosmologie. C'est pourquoi, à la fin de son article, Carter propose la solution suivante. En dernier recours, quand aucun autre argument physique n'est possible, il est toujours philosophiquement possible de présenter une prédiction fondée sur le principe anthropique fort comme une explication en pensant en termes d'ensemble de mondes. Par là, je veux dire un ensemble d'univers caractérisé par toutes les combinaisons concevables de conditions initiales et de constantes fondamentales. Vous n'avez pas le mot multivers, mais c'est exactement la définition. Et en gros, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que si vous êtes embêté avec cette histoire de principe anthropique fort, vous pouvez lui substituer la conjonction entre le principe anthropique faible et cette hypothèse de multivers. C'est-à-dire que vous allez expliquer les valeurs des constantes de la physique et les coïncidences entre ces valeurs-là, en regardant non pas votre position dans un univers, mais dans un multivers, c'est-à-dire dans un ensemble de mondes où varient ces conditions initiales. Eh bien, ce qui est intéressant dans cet article de Carter, c'est pour ça que je pense qu'il est fondateur, c'est que, d'une certaine manière, il va anticiper un peu tous les développements qu'il va y avoir autour du principe anthropique et de l'hypothèse de multivers dans les années qui vont suivre. Dans les années 80-90, vous avez toute une ligne de raisonnement dans des ouvrages, notamment des plus connus, c'est celui de Barrow et Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, qui vont regarder successivement les différentes constantes de la physique et les différents paramètres, et qui vont établir qu'ils sont fine-tuned, c'est le problème du fine-tuning, qui sont finement ajustés, c'est-à-dire que si vous changez un petit peu leur valeur, nous ne pourrions pas exister en tant qu'observatrices. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. On pourrait, je ne vais pas développer pour ne pas prendre trop de temps, mais il y en a plein d'autres. Cette ligne de raisonnement-là, finalement, va prendre la succession de toutes ces spéculations sur les coïncidences qu'il y avait depuis les années 30 jusque dans les années 60-70. Et dans ces spéculations-là, vous trouvez assez peu de références au multivers. Là, c'est vraiment le principe anthropique fort. Excusez-moi. C'est vraiment le principe anthropique fort qui est discuté. À côté de ça, dans les années 2000, la question du multivers revient sur le devant de la scène parce qu'au sein d'une théorie spéculative qui est la théorie des cordes, il y a un problème qui va être résolu, en tout cas on va proposer de le résoudre, en faisant référence au multivers et au principe anthropique faible. Donc là, désolé, je ne suis pas du tout le spécialiste, c'était Julien Grain qui s'occupait de ça. La théorie des cordes, je n'ai pas du tout les compétences pour vous en parler, je vais faire un résumé très grossier. L'idée est que dans cette théorie, chaque particule est représentée par une corde unidimensionnelle qui vibre à une vitesse proche de la lumière, que pour des raisons de cohérence, vous avez besoin de supposer 6 dimensions spatiales en plus. Ces dimensions spatiales, comment ça se fait qu'on ne les observe pas à notre échelle? C'est parce qu'elles sont compactifiées, c'est recourbées au niveau de l'échelle de Planck. Or, les paramètres de cette compactification, vous en avez beaucoup, 500, ils peuvent prendre chacun 10 valeurs. Donc vous avez 10 puissance 500 modes de compactification différents, et comme chaque mode de compactification affecte la manière dont vibrent vos cordes, et que du coup ça affecte votre modèle standard des particules, mais aussi les particules qui sont chargées des interactions, donc ça affecte les lois de la physique. Vous avez 10 puissance 500 versions des lois de la physique possibles qui peuvent être déduites de la théorie des cordes. Ça fait beaucoup. Et la question qui se pose, c'est comment ça se fait que nous soyons dans un univers où il y a par un hasard miraculeux, une version des lois de la physique qui s'accorde avec notre existence en tant qu'observatrice. Eh bien, là, les cordistes vont faire appel à l'hypothèse du multivers et au principe anthropique faible pour dire, ben voilà, il y a plein d'univers possibles, chacun avec sa version des lois de la physique, et donc il n'y a pas à s'étonner que nous soyons dans un de ces univers où nous observons une version des lois de la physique compatible avec notre existence. Et pour cela, ils vont faire appel à encore une nouvelle hypothèse qui est encore dans un autre champ, c'est pour ça que c'est un vrai serpent de mer, cette histoire de multivers,
qui est l'hypothèse de l'inflation éternelle et chaotique. Dans les années 80, vous savez, se développe l'hypothèse de l'inflation, l'idée selon laquelle l'univers aurait connu une phase très rapide d'expansion exponentielle. Son facteur d'échelle aurait grandi d'au moins 10 puissance 26 en un temps très 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 court. Et certains théoriciens, Vilenkin et Linde notamment, vont dire mais il n'y a aucune raison que cette inflation s'arrête au même moment partout, et même qu'elle s'arrête tout court. Il peut y avoir des régions de l'espace-temps où elle continue. Et les régions de l'espace-temps qui sortent de l'inflation par des effets, par exemple, de tunnels quantiques, eh bien, ces régions-là vont créer des univers bulles, et du coup, vous allez avoir différents univers qui ne vont pas avoir forcément les mêmes versions des conditions, les mêmes conditions initiales, les mêmes versions des lois de la physique ou les mêmes constantes. Et donc, ce mécanisme est un mécanisme de génération de multivers qui est bien pratique pour les théoriciens et théoriciennes de la théorie des cordes. Mais, avant de finir cette brève histoire, je veux juste préciser qu'il existe d'autres mécanismes de génération du multivers, notamment celui proposé par Lise Moline, qui fonctionne sur l'idée de trou noir rebond. L'idée, c'est que lorsque l'on s'approche d'une singularité, notamment un trou noir, eh bien, la contraction de l'espace-temps fait qu'il devient de plus en plus probable qu'on observe un rebond, c'est-à-dire une nouvelle expansion de l'espace-temps, ce que Moline interprète comme le fait que chaque trou noir pourrait donner naissance à un nouvel univers. Et donc, vous avez des univers parents et des univers enfants. Les univers enfants héritent d'une partie des caractéristiques de l'univers parent. On se retrouve dans un modèle cosmologique qui ressemble à celui de la sélection naturelle. Et vous allez voir que ça a une importance parce que Smolin utilise ça pour critiquer le principe anthropique avec une autre version de l'hypothèse du multivers. Alors voilà, je termine cette brève histoire en vous disant que voilà, il y a plein de motivations différentes pour utiliser le principe anthropique ou l'hypothèse du multivers, expliquer les coïncidences entre les grands nombres, les problèmes d'ajustement fin, la crise de la prédictibilité, c'est-à-dire le paysage de la théorie des cordes. Mais tout ça, vous pouvez le faire avec le principe anthropique fort. Si vous voulez vous passer du principe anthropique fort, vous avez besoin d'introduire le multivers en plus du principe anthropique faible. Il y a plein de versions de niveaux de multivers selon les variations que vous admettez entre les différentes régions de l'espace-temps. Et il y a plein de mécanismes, il y en a dont je n'ai même pas parlé, de génération du multivers, ce qui fait que vous avez un zoo incroyable actuellement de modèles de multivers qui vont des plus modestes, comme ceux de Thomas Buchert, qui vont juste vous dire, ben voilà, il y a des différences d'homogénéité au-delà de notre univers observable, aux plus spéculatifs, comme ceux de Max Tegmark, vous avez des structures mathématiques qui vont se corporéiser, se réaliser dans des univers différents. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que, malgré cette diversité, on peut discuter de leur pouvoir explicatif à ces hypothèses-là? Est-ce que l'on peut faire des explications anthropiques qui soient considérées comme scientifiques? Alors, quand vous êtes philosophe des sciences et que vous entendez parler d'explications, vous commencez tout de suite à vous taper la tête contre le mur. Parce que des définitions et des modèles d'explication, il y en a plein, c'est un débat qui dure depuis très longtemps, qui dure au moins depuis Aristote et qui, en plus, depuis les années 50, a pris une ampleur incroyable. Donc, si on devait régler la question de la définition de ce que c'est qu'une explication scientifique avant de statuer sur la question du pouvoir explicatif du multivers et du principe anthropique, bon, bah là, on arrête la session après-demain à 15h, quoi. Donc, on ne va pas faire ça. En fait, on peut remarquer que malgré cette grande diversité de définitions de l'explication, il y a quand même une sorte d'exigence fondamentale derrière une explication. C'est quoi? C'est que, en fait, une explication doit pouvoir, lorsqu'on a un phénomène surprenant, un phénomène dont la probabilité a priori est très faible, le rendre moins surprenant. C'est-à-dire qu'il faut que la probabilité conditionnelle de ce phénomène sur l'explication soit supérieure à la probabilité a priori. Ça va, c'est à peu près clair? Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur cette condition minimale de ce que doit faire une explication. Et c'est là où le bât blesse avec les questions que doit résoudre, que cherche à résoudre le principe anthropique fort ou le multivers. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, tous les problèmes que essayent de résoudre ces hypothèses-là sont des problèmes qui sont finalement liés à la notion de condition initiale. En effet, les problèmes liés aux versions des lois de la physique, comme le problème du paysage de la théorie des cordes, ou les problèmes de variabilité des conditions initiales, des constantes de la physique, se ramènent tous
à des problèmes de conditions initiales dans le cadre du multivers ou du principe anthropique fort. Pourquoi? Parce que vous supposez qu'il y a une variabilité des lois de la physique, ou vous supposez implicitement qu'il y a une variabilité des constantes fondamentales. Et donc la question devient de savoir pourquoi est-ce que notre univers a commencé avec telle valeur de telle condition, de telle constante, ou avec telle version des lois de la physique. Donc vous faites des lois de la physique ou des constantes une sorte de problème de condition initiale. Or, la notion de condition initiale, lorsqu'on l'applique à l'univers, là, pour le coup, ce n'est pas comme quand on l'applique à un autre système physique. Quand vous êtes face à un système physique classique, entre guillemets, bon, si vous voulez savoir quelle est la condition initiale qui vous semble la plus probable entre les deux, vous avez deux moyens. Soit vous faites appel à une théorie, la physique statistique. Alors voilà, on regarde les particules dans une boîte. Qu'est-ce que nous dit la théorie statistique? Laquelle de ces deux conditions initiales est la plus probable? Ou alors vous faites tout simplement une étude empirique. Vous ouvrez des boîtes et puis vous regardez est-ce qu'on trouve plus généralement des situations qui ressemblent à A ou à B. Et avec l'univers, c'est impossible. Parce que vous n'avez qu'un seul exemplaire d'univers. Et en plus de ça, on n'a pas de théorie qui nous dise voilà, quelle est la probabilité de telle ou telle condition initiale. Donc si vous essayez de fixer la probabilité a priori des conditions initiales, en fait, vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, vous ne pouvez pas le faire de manière rigoureuse. Vous pouvez avoir intuitivement l'impression que, par exemple, il est moins probable que l'univers ait commencé en étant très homogène, mais ce n'est pas impossible de le croire. Il n'y a pas de raison déterminante et rigoureuse qui vous empêche de le croire. Voilà pourquoi Zeldovich disait « Moi, j'ai décidé de croire que l'univers a commencé en étant isotrope. » Et rien ne pourrait vous empêcher de dire « J'ai décidé de croire que l'univers a commencé en étant adapté à la vie. » Et puis c'est comme ça. Les problèmes que essaye de résoudre le principe anthropique ou l'hypothèse du multivers sont des problèmes qui ne se posent qu'à ceux et celles qui y croient. C'est-à-dire à ceux et celles qui adhèrent à deux prémisses. Première prémisse, il y a une variabilité des constantes, des conditions initiales ou des lois de la physique. Et deuxième prémisse, les conditions initiales des constantes ou des lois de la physique que nous observons dans notre univers sont a priori peu probables. Et il faut adhérer à ces deux prémisses-là avant que ces problèmes se posent. Et j'ai envie de dire, la charge de la preuve repose sur les épaules de celles et ceux qui croient à ces deux prémisses-là. Pas sur le reste d'entre nous qui n'y croyons pas. Donc on pourrait avoir l'impression, et c'est ce que disent certains philosophes ou cosmologistes, qu'en réalité, il n'y a pas de pouvoir explicatif du principe anthropique ou du multivers, parce qu'il n'y a pas de problème scientifique auquel essayent de répondre ces hypothèses-là. Autrement dit, que ces problèmes que j'ai listés dans la première partie ne seraient que des pseudo-problèmes. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là pour autant. Je ne pense pas que ce soit des pseudo-problèmes pour au moins trois raisons. La première raison, c'est que, en fait, un pseudo-problème, quand il est accepté par l'immense majorité de la communauté scientifique, devient un problème, qu'on le veuille ou non. Il y a une sorte de fait sociologique. C'est-à-dire que quand on a une majorité de la communauté scientifique qui considère que ça, c'est une question à laquelle on devrait répondre, même si cette question, finalement, on ne sait pas sûr si elle se pose et qu'elle se pose surtout intuitivement, ça va devenir un vrai problème pour cette communauté. Deuxième raison, pour celles et ceux qui travaillent dans des théories comme la théorie des cordes où ces problèmes se posent, alors là, dans ce cadre théorique-là, dans ce contexte, comme disait hier Simon, on peut bien parler d'un pouvoir explicatif du principe anthropique fort ou de l'hypothèse du multivers. Seulement, voilà, ce n'est pas pour autant que ces deux formes d'explication sont équivalentes. L'explication du principe anthropique fort, elle est soit incomplète, parce qu'on vous dit juste les paramètres fondamentaux de l'univers ont été fixés de manière à ce qu'il y ait des observatrices qui apparaissent, mais on ne vous dit pas quoi ou qui. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes obligé de faire appel à quelque chose comme une entité surnaturelle. Donc vous n'êtes plus dans le domaine de la science. Et là, pour le coup, certains cosmologistes comme Georges Ellis sont très clairs là-dessus. Ils vous le disent très clairement. Moi, je crois au principe anthropique fort, je me rattache au principe anthropique fort. Et derrière, j'ai un argument philosophique, qui est l'argument du design, du dessin. Voilà, mais ils vous le disent que c'est philosophique. Ils ne disent pas que c'est scientifique. Et si par contre vous êtes dans le principe anthropique faible avec le multivers, là vous avez une explication qui ressemble fortement à des explications qu'on trouve dans d'autres disciplines scientifiques. Et c'est pour ça que l'on considère souvent qu'elle est plus scientifique, parce que ça ressemble à une explication en termes de sélection.
Et donc là, vous n'avez pas besoin de faire intervenir Popper ou quoi que ce soit pour parler du pouvoir explicatif de ces hypothèses-là. Vous avez juste à comparer les explications, les modèles de raisonnement explicatif qui sont proposés dans ce cadre-là avec ce qu'on trouve dans d'autres sciences. Enfin, la troisième raison pour laquelle je pense que ce ne sont pas que des pseudo-problèmes, en fait, ces problèmes auxquels essaye de répondre le principe anthropique et le multivers, c'est qu'il y en a au moins un où il y a peut-être de bonnes raisons de se le poser. C'est la question de la valeur de la constante cosmologique. C'est pour ça qu'on en parlait hier, j'avais posé la question sinon hier, c'est que la constante cosmologique, si vous pensez, comme déjà Lemaître en faisait l'hypothèse en 1934, qu'il y a une énergie du vide non nulle dans l'univers, cette énergie du vide va contribuer à la constante cosmologique parce qu'elle va avoir un effet répulsif. Seulement voilà, vous avez une discipline, la mécanique quantique, où il y a un effet où cette énergie du vide est mise en évidence expérimentalement par l'effet Casimir, et la mécanique quantique vous calcule une valeur de l'énergie, enfin de la densité d'énergie du vide, qui est environ 10 puissance 120 fois plus grande que ce que l'on observe dans l'univers. En tout cas, de ce qui accroît, ce qui accélère l'accélération de l'univers. C'est ce qui a été appelé la catastrophe du vide, parce que vous voyez bien qu'il y a une différence énorme entre le résultat de la mécanique quantique et ceux de la cosmologie. Et donc, je serais assez d'accord avec ce que dit Weinberg lorsqu'il dit, bon, dans les théories avec un champ scalaire qui peut prendre des valeurs initiales aléatoires, le principe anthropique ne peut s'appliquer qu'à la constante cosmologique et probablement à rien d'autre. Weinberg est assez prudent là-dessus, Steven Weinberg, et il va s'intéresser d'ailleurs, lui, uniquement au problème d'énergie du vide de constante cosmologique. Parce que, effectivement, c'est peut-être parmi tous ces problèmes de variabilité des constantes fondamentales celui qui se pose de manière la plus accrue. Seulement voilà, lorsque Weinberg a essayé de mettre des bornes anthropiques sur la constante cosmologique, on voit qu'elles sont très larges, et il va essayer ensuite de faire plus que mettre des bornes anthropiques, essayer de faire des prédictions, essayer de prédire de manière anthropique, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse du multivers, il va essayer de prédire la valeur que pourrait avoir lambda ou la densité d'énergie du vide. Et donc, ça nous amène, alors je vais passer sur la conclusion, ce que j'ai déjà dit, ça nous amène à la dernière partie. Est-ce que l'on peut prédire dans le multivers avec le principe anthropique faible, cette fois-ci? Donc, là, à la différence de l'explication, en philosophie des sciences, vous trouverez très peu de définition de ce que c'est qu'une prédiction. Donc, désolé, mais moi, j'ai fait une thèse sur les prédictions, donc je vais utiliser la définition que j'ai utilisée dans ma thèse. Une prédiction, si vous avez une définition large, c'est quoi? Une prédiction, c'est un raisonnement ou un processus qui permet de fixer la valeur d'une variable sans avoir à la mesurer directement. C'est juste quelque chose qui permet de fixer la valeur d'une variable en ne passant pas par la mesure. Et le pouvoir prédictif, c'est quand on peut fixer une variable grâce à une théorie ou un modèle ou une hypothèse. On peut fixer la valeur d'une variable et on est capable de faire un test de cohérence avec la valeur que l'on obtient par la mesure ou par l'observation. Et si on prend cette définition-là de la prédiction et du pouvoir prédictif, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à regarder les prédictions anthropiques, celles qui ont été surtout proposées et travaillées par Vilenkin, mais il n'est pas le seul, qui essayent de faire une prédiction statistique pour savoir quelle est la probabilité que l'on observe une certaine valeur d'un paramètre, donc ici on va prendre lambda, quelle est la probabilité qu'on observe la valeur d'un certain paramètre dans le multivers. Et ce qu'il vous dit, c'est que cette probabilité est égale à la probabilité a priori de ce paramètre, de lambda, c'est-à-dire on regarde comment varie lambda dans le multivers, multiplié par le nombre d'observatrices qu'il y a pour cette valeur de lambda. Pour prendre une sorte d'image qui permet de voir à la fois comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas complètement, imaginez que j'ai une photo d'un signe noir et je veux savoir où elle a été prise. Première chose à faire, on y pense, on regarde la répartition des signes noirs sur la planète. Il y en a en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais j'ai besoin d'une autre information pour savoir quelle est la probabilité que cette photo ait été prise en Australie ou en Nouvelle-Zélande. J'ai besoin de savoir où se trouvent les observatrices. Est-ce que les observatrices se trouvent plutôt en Nouvelle-Zélande, plutôt en Australie? Même s'il y a moins de signes noirs en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, eh bien, peut-être que comme il y a beaucoup plus de photographes dans ces régions-là, eh bien, ça fait augmenter la probabilité que cette photo ait été prise en Nouvelle-Zélande. Mais vous voyez bien que dans le multivers, on ne peut pas faire ça aussi facilement, parce qu'on ne peut pas se balader dans le multivers pour voir les différentes valeurs de lambda, ni pour voir combien il y a d'observatrices dans les différents univers.
C'est pas possible. Et c'est tout le problème. Donc, les deux membres de notre équation, la probabilité a priori et le nombre d'observatrices, paraissent impossibles à fixer. Et là, quand même, ils sont très malins. Il faut avouer, ils sont quand même très, très malins, les partisans des prédictions anthropiques. Voilà ce qu'ils vous disent. Comment est-ce qu'on évalue la probabilité a priori de lambda? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. C'est un problème, d'ailleurs, dont je faisais référence hier à une des questions sur Zoom, Monsieur Croiset, je crois. Comment est-ce qu'on fait pour fixer ce genre de probabilité? Eh bien, on n'en a pas besoin, vous disent les partisans des prédictions anthropiques. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on va supposer que, en fait, il y a très peu d'univers dans le multivers qui admettent l'apparition d'observatrices par rapport au nombre total d'univers. Et donc, votre probabilité a priori de lambda, eh bien, sur cet intervalle où il y a des observatrices, il varie très peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez considérer que c'est globalement égal à 1 et que, au final, la probabilité a priori de lambda, on peut la fixer à 1, ça ne change rien à notre prédiction. Voilà, ça c'était les schémas qu'avait réalisé Julien pour notre article, hein, et que si on prend P prior de la probabilité a priori de ρ ou de lambda comme 1, on arrive exactement à la même chose que si on lui donne une valeur en fait, qui varie très peu sur notre intervalle où il y a la possibilité d'avoir des observatrices. Donc, voilà, le problème de la mesure, probabilité a priori de votre paramètre, évacué. Il reste le deuxième problème. Comment est-ce qu'on évalue le nombre d'observatrices dans un univers où lambda a telle ou telle valeur? Et alors là aussi, c'est assez malin de leur part, c'est de dire, finalement, on n'a pas vraiment besoin de le faire. On n'a pas vraiment besoin de regarder comment lambda impacte l'apparition de la vie, parce que lambda n'est pas une constante, un paramètre, qui affecte directement la chimie organique. Elle affecte quoi? Elle affecte le nombre de structures galactiques, de planètes, etc. Et donc tout ce que l'on a à regarder, c'est pour chaque valeur de lambda, quelle est la fraction de matière qui s'agrège dans des galaxies de taille égale ou supérieure à la nôtre, en supposant que ce sont les galaxies où apparaissent les observatrices. Et ça peut se faire, ça peut se calculer. Donc au final, votre prédiction, la prédiction qu'on observe une certaine valeur de lambda dans le multivers, eh bien, elle est proportionnelle en fait à cette fonction qui est la fraction de matière agrégée dans des galaxies. Et il arrive à quoi, Vilenkin? Il arrive à l'idée que le maximum de votre fonction, là, la probabilité maximale, elle est pour environ 5 fois la densité d'énergie du vide que l'on observe cosmologiquement dans notre univers. Alors vous pouvez dire, bon, du coup, c'est pas très bien comme prédiction, c'est un peu raté. Il vous dit non, non, pas du tout. Parce que, en fait, il rajoute un principe, qui est le principe de médiocrité. Ce principe de médiocrité, il vous dit, nous sommes des observatrices typiques dans l'univers, dans le multivers. Ce qui veut dire que, eh bien, nous devons observer une valeur de lambda qui n'est ni trop éloignée, ni exactement celle qui serait la meilleure pour qu'apparaissent le plus d'observatrices possible. Ce principe de médiocrité, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous rend votre prédiction réfutable. Il vous dit, voilà, pour telle valeur qu'on aurait trouvée de la probabilité maximale de lambda, notre prédiction aurait été réfutée. Si ça tombe en dehors, en gros, ce qu'il dit, c'est que si ça tombe en dehors de l'intervalle de confiance de 95%, notre prédiction aurait été réfutée. Mais là, ça ne tombe à l'intérieur de cet intervalle. Donc, notre prédiction est correcte. Voilà, nous avons fait une prédiction réfutable et validée. Alors, je suis désolé, je vais aller un petit peu vite sur la fin parce que il y a eu plein de critiques qui ont été adressées à ces prédictions-là. Mais grosso modo, en fait, ces critiques, Vilenkin et les partisans des prédictions anthropiques, pas seulement lui, ils répondent toujours en disant « mais nous avons ce principe de médiocrité qui nous permet de dire « voilà, cette prédiction-là, elle aurait pu être fausse, donc elle est réfutable ». Et alors là, c'est là où le regard un peu philosophique est intéressant. À strictement parler, en termes popperiens, il a raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il instaure son principe de médiocrité, il y a des falsificateurs potentiels, c'est-à-dire des énoncés qui auraient pu contredire la prédiction. Mais ce que dit Popper dans d'autres textes ultérieurs, notamment, c'est que
il faut soumettre nos hypothèses à des tests sévères. Or là, on a du mal à penser qu'avec un tel intervalle de confiance, ce soit vraiment un test sévère. Donc c'est réfutable, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'a soumis à un test sévère. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une hypothèse que l'on doit considérer comme c'est bon, ça y est, elle est acceptée. Ça veut dire juste oui, effectivement, on peut la considérer comme étant du domaine de la science, mais à la limite, à la marge. Donc toutes les critiques qui disent que cette prédiction ne sont pas d'authentiques prédictions réfutables, non, c'est pas vrai, mais c'est pas pour autant que c'est des bons tests. Je suis désolé, je vais un peu vite, mais je voulais juste arriver à cette critique de Smolin qui me semble très intéressante, celle qui est en bas de la diapo. Ce que dit Smolin, c'est que, ok, mais elle n'est réfutable que si on admet le principe de médiocrité. Or, le principe de médiocrité, c'est une hypothèse de typicalité, puisqu'il dit que nous sommes des observatrices typiques du multivers. Or, ça, nous ne le savons pas. Il l'admet a priori, en fait, Vilenkin. Mais les hypothèses de typicalité doivent être testées. Par exemple, voilà, si je regarde la salle, là, nous sommes des observatrices, des êtres humains typiques, je ne sais pas moi, par notre taille. On n'est pas dans les extrêmes, il n'y a personne qui fait 2 mètres, personne qui fait 1 mètre. Bon, ok. Mais on n'est pas des êtres humains typiques, je ne sais pas moi, vis-à-vis de notre niveau d'études ou vis-à-vis de notre intérêt pour la philosophie de la cosmologie. Là, on est vraiment dans les extrêmes, vous voyez. Donc, une hypothèse de typicalité, elle se rapporte à une classe de référence, et c'est par rapport à cette classe de référence-là qu'elle doit être testée. Et il donne un exemple que j'aime beaucoup, qui est sur le Doomsday Argument, l'argument de l'apocalypse que vous avez peut-être déjà entendu, qui est aussi dû à Carter d'ailleurs, il est partout, qui dit que voilà, si je me considère comme un être humain typique, si je fais cette hypothèse de typicalité, je dois considérer qu'il y a autant d'êtres humains qui ont vécu avant moi que d'êtres humains qui vivront après moi. D'accord ? C'est-à-dire que dans la population humaine totale qui vivra et qui n'a jamais vécu à la surface de la Terre, je suis à peu près au milieu. Ça paraît raisonnable. Sauf que si vous faites cette hypothèse-là, comme la croissance des populations est géométrique, bah, ça veut dire qu'en fait, les dernières générations d'êtres humains sont en train de naître là, en ce moment, ou dans pas longtemps. D'où le titre d'argument de l'Apocalypse. Et Smolin fait une remarque qui me semble très juste, c'est que ce même argument aurait pu être fait à l'époque de Cléopâtre ou à l'époque des hommes et des femmes de Lascaux. Ils auraient pu faire le même raisonnement et pourtant, ça aurait amené à une prédiction fausse. Donc, tout ce que cela signifie, ça veut dire que je dois avoir de bonnes raisons, théoriques ou empiriques, de me considérer comme une observatrice typique. Le principe de médiocrité doit être lui-même testé. Au final, ce que je veux juste montrer et dire, en fait, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'il y ait un peu de nuance. On peut dire qu'il y a un pouvoir prédictif de l'hypothèse du multivers, dans le sens où elle fait des prédictions qui sont réfutables. Ok, ça marche. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des bonnes prédictions, des prédictions qui sont fécondes, qui peuvent attirer d'autres scientifiques qui travaillent sur d'autres sujets. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Et en allant vraiment très très vite, je suis désolé. Mais dans ma thèse, j'avais essayé de distinguer le pouvoir prédictif et la capacité prédictive. Le pouvoir prédictif, c'est est-ce que j'arrive à faire une prédiction, au moins une, qui peut être validée. La capacité prédictive, c'est le nombre et la diversité des succès prédictifs. C'est une capacité au sens d'une capacité thermique, si vous voulez. Et la fécondité d'une hypothèse, c'est justement quand cette capacité s'accroît au cours du temps. Et c'est ça qui va attirer des scientifiques à un modèle ou à une hypothèse. C'est qu'ils ont l'impression qu'on peut faire, avec cette hypothèse-là, de plus en plus de découvertes et de prédictions. Et alors, on ne peut pas prédire le futur de la science, donc on ne peut pas savoir si une hypothèse va voir sa capacité prédictive s'accroître. Mais on peut quand même dire, dans l'état actuel, il y a peut-être des obstacles à cet accroissement. Et l'hypothèse du multivers me semble avoir plusieurs obstacles à l'accroissement de sa fécondité actuellement. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit insurmontable, loin de là, mais dans l'état, c'est le cas. Bah déjà, cette question du principe de médiocrité, est-ce qu'on peut la tester ? Est-ce qu'on peut le tester ? Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là par certains auteurs scientifiques et philosophes. Comment est-ce qu'on traite d'autres constantes fondamentales que lambda ? Est-ce que c'est possible de faire des prédictions anthropiques, par exemple, sur la masse du neutron ? Ça peut être compliqué. Et enfin, ça c'est ce qu'on avait développé avec Julien, c'est qu'en fait le problème de la mesure, vous pouvez l'évacuer par la fenêtre, il revient par la porte. Non, par la porte, il revient par la fenêtre. Peu importe. Vous ne pouvez jamais l'évacuer complètement. Il y a toujours un problème qui revient, et si vous voulez, on en reparlera un peu plus en détail.
Donc au final, si vous voulez accroître la fécondité de l'hypothèse du multivers, il faut peut-être la séparer du principe anthropique. C'est-à-dire qu'il faut peut-être chercher des tests des hypothèses du multivers qui soient des tests non anthropiques, des tests directs des mécanismes qui génèrent le multivers, ce qui n'est pas impossible. Là, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites pour tester les mécanismes de génération de l'univers que j'ai présentés dans la première partie. Et ça, ce seraient des prédictions fécondes, même si pour l'instant, elles n'ont pas été réalisées de manière avec beaucoup de succès. Donc, je terminerai là-dessus, c'est que ça fait, remerciement, ça fait environ 50 ans, un peu plus de 50 ans, que le principe anthropique faible et l'hypothèse du multivers sont mariés. Mais pour cause de non-fécondité du mariage, il faut peut-être à présent envisager une séparation. Je vous remercie. Vous avez des questions? Merci Gauvin, pardon. Julien Bernard, j'ai vu que vous étiez deux à avoir levé la main sur Zoom. J'ai deux questions, donc je vais en poser qu'une pour l'instant. À propos donc du fait que pour justifier qu'il y ait un problème scientifique auquel répondent l'argument ou bien du multivers ou bien du principe anthropique, tu as dit qu'il y avait il fallait poser parmi les prémices le fait qu'il y ait une variabilité des constantes de la physique. Alors, je ne sais pas exactement comment définir cette idée de variabilité des constantes. Enfin, variabilité d'une constante, c'est une contradiction en soi de dire ça. Mais je pensais en tout cas, en entendant ça, en fait, à un argument qui n'est pas un argument physique, mais un argument juste métaphysique, qui est l'argument leibnizien basé sur le principe de raison suffisante. Et je pensais en particulier à un opuscule de Leibniz qui est de l'origination des choses prises à leur racine, qui est le texte où Leibniz se pose la question « Pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien ?» Et dans ce texte leibnizien, il y a vraiment cette idée de à quoi peut ressembler une explication qui atteint son summum de rationalité, l'explication la plus rationnelle possible. Et Leibniz dit si on trouve des lois de la physique, la dynamique de la physique a expliqué comment à chaque moment on passe de l'instant, disons, T0 à l'instant T0 plus epsilon, ça ne suffira pas à avoir une explication totale de l'univers, des choses, dit Leibniz, parce qu'il faudra encore que le dynamisme même, la loi physique, soit elle-même expliquée. Et donc, il me semble que ce principe de raison suffisante qui pousse le rationalisme à son extrême est une manière de justifier cette idée de variation des constantes, dans la mesure où il faut non plus simplement expliquer les événements physiques par les lois de la physique, mais que les lois de la physique elles-mêmes doivent être justifiées à un niveau métaphysique au sens… Oui, oui, je vois très bien l'argument de Leibniz. Et ce que je peux te dire, c'est que certains partisans du principe anthropique fort, notamment, font référence à Leibniz. Je ne sais pas si c'est Barrow et Tipler ou si c'est… je crois que c'est Barrow et Tipler qui font directement référence à ce principe de raison suffisante. On fait un sur deux sur Zoom peut-être. Michel Crézet a demandé la parole. Ah bah, très bien, justement. Okay. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Je voudrais faire une remarque. J'ai une réaction très, très violente quand je vois la prédiction anthropique fondée sur des questions de probabilité. Et quand on regarde la façon dont moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'une probabilité, ça résulte de la division du nombre d'issues favorables par le nombre d'issues possibles. Et l'application dans la situation où on se trouve, c'est que le nombre d'issues favorables
si on libère un tout petit peu le nombre de paramètres, on ne sait pas ce que c'est. Et le nombre d'issues possibles, l'univers des possibles, c'est n'importe quoi. Donc la probabilité dont on parle, c'est la division de je ne sais pas quoi par n'importe quoi. Bon, ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, je voudrais renvoyer quelqu'un qu'on semble avoir oublié et qui pourtant disait des choses très sensées, c'est Wittgenstein, qui dit, je lis parce que je n'ai pas la mémoire suffisante, nous avons du mal à voir que nous devons en rester aux choses de la pensée quotidienne et ne pas nous laisser détourner de notre chemin au point de croire que nous aurions à décrire d'extrêmes subtilités que nous ne pourrions absolument pas décrire avec les moyens dont nous disposons. Tout se passe comme si nous devions réparer de nos doigts une toile d'araignée déchirée. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, le problème de la définition des probabilités, il est complexe. Et justement, notre argument avec Julien dans l'article qu'on avait publié, c'est de dire qu'il y a une sorte de tour de passe-passe qui consiste à utiliser des raisonnements qui vont être des raisonnements bayésiens. Or, généralement, les raisonnements bayésiens, on utilise une interprétation subjective des probabilités, par tradition. Donc, la probabilité, là, n'est pas, dans une interprétation subjective, interprétée comme une division des issues favorables sur les issues possibles, mais comme un degré de croyance rationnelle. Seulement, en fait, et vous avez parfaitement raison, dans le cas du multivers, c'est bien une interprétation objective, même si c'est des raisonnements bayésiens, c'est bien une interprétation objective des probabilités qui est employée. Donc, on ne peut pas échapper à ce problème de la mesure, notamment parce que, en plus, quand on essaye de faire des fréquences sur des séries infinies, on sait bien que ça peut avoir des comportements très bizarres. Et donc, l'argument que je vous avais montré tout à l'heure, qui consiste à dire oui, mais sur l'intervalle des univers où la vie est possible, finalement, ça varie peu. Ben, prouvez-le. Prouvez-le, parce qu'avec des séries infinies, ça peut très bien varier énormément. Voilà. Ah oui, et sur Wittgenstein, oui, Wittgenstein serait typiquement un philosophe qui dirait qu'on a affaire ici à des pseudo-problèmes et pas à de vrais problèmes. Et moi, je rencontre des sciences qui me disent que, d'inspiration un peu Wittgenstein ou positiviste, qui vous expliquent que les problèmes auxquels essaye de répondre le principe anthropique fort ou le multivers sont de pseudo-problèmes. Je pense que c'est pour les raisons que j'ai exposées, je pense qu'on ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais c'est une position possible. Merci, on prend une question. On prend une question ici. Oui, j'ai juste une question. Je me demande si sur le fond, la plupart des gens qui sont en désaccord, je disais, argumentés avec ce principe anthropique, considèrent que c'est en fait un retour d'arguments finalistes pur et simple. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dirais que le principe anthropique fort, oui, c'est un retour pur et simple à de la téléologie. Et derrière la téléologie se cache toujours un peu de théologie. Et on en parlait hier, hein, c'est pas pour rien que des fondations comme la fondation Templeton, qui sont des fondations religieuses, financent des gens qui travaillent là-dessus, sur le principe anthropique fort. Le principe anthropique faible et le multivers a été proposé en réaction, justement, à cette réintroduction de la téléologie. Des gens comme Max Tegmark, par exemple, vont vous expliquer que nous n'avons pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Ce qui nous étonne beaucoup, nous, continentaux, enfin européens, nous, on pensait que c'était réglé depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais vous savez, aux États-Unis, l'athéisme, c'est une idée neuve. Donc, le principe anthropique faible et le multivers a été proposé, en tout cas dans l'intention d'un certain nombre de scientifiques, comme une réponse qui essaye d'extirper cette téléologie. Et je pense que Carter, c'était pour ça qu'il a proposé son idée d'ensemble de monde. J'ai écrit à Brandon Carter, je n'ai malheureusement pas eu de réponse, donc je ne peux pas vous dire que c'est vraiment ça. Ouais. Merci, on va laisser la parole sur le tour. Maintenant, à Thomas Guillaume Coste. Oui, vous m'entendez? Ah, pardon. Bon, je vais supposer que vous m'entendez.
Oui, j'avais une question, c'était par rapport au principe de médiocrité. Alors, de la manière dont tu l'as présenté, je suis pas sûr d'avoir bien compris ou d'avoir compris les subtilités, mais c'est que j'ai l'impression en tout cas que l'auteur, je me rappelle plus le nom de, enfin son nom, ok, qui amène le principe de médiocrité. J'ai l'impression qu'il l'amène surtout a posteriori de son raisonnement, c'est-à-dire qu'il fait son premier raisonnement, il arrive au résultat de son raisonnement. Son résultat, il n'est pas foufou et il dit oui, mais en fait, je peux invoquer un principe de médiocrité qui me dit que j'ai pas besoin que mon résultat il soit si foufou que ça. Et en soi, je sais pas, j'ai l'impression que moi je rejoins plus une position de Popper que tu disais après, où bah non, en fait, nos prédictions, elles doivent être soumises à des tests qui sont, je sais plus le qualitatif que tu as, le Test qualitatif sévère. sévère, ouais. Bah oui, mais on fait effectivement des analyses en aveugle, enfin, on a plein de choses comme ça, on définit nos tests statistiques a priori et on fait pas de choses a posteriori. Et du coup, je voulais juste avoir peut-être que tu recommandes un peu ce principe de médiocrité, c'est savoir si l'auteur, en tout cas à l'origine, il l'avait invoqué a posteriori ou s'il avait fait les choses un peu plus réglo. Je ne sais pas si je suis clair. Non, c'est très clair, merci beaucoup pour la question. C'est un peu le problème de la présentation. C'est la manière dont je l'ai présenté qui peut donner l'impression qu'il intègre ça a posteriori. Ce que dit Vilenkin, et on peut avoir un principe de charité envers ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le principe de médiocrité n'est qu'une extension du principe copernicien, mais qui est de dire que non seulement notre position n'est pas privilégiée dans l'univers, mais elle n'est pas non plus privilégiée dans le multivers. Et c'est assez intéressant parce que ce principe copernicien, le principe anthropique faible à la base, comme j'ai essayé de le montrer, va à l'encontre de ce principe copernicien. Donc il y a essayer de déduire le principe de médiocrité d'une sorte de généralisation a priori d'un principe méthodologique qui serait le principe copernicien, c'est complexe. Mais ce n'est pas quelque chose qui rajoute a posteriori. En tout cas, si on est charitable avec ce qu'il dit, on ne peut pas dire qu'il le rajoute a posteriori. Et par contre, oui, comme tu le disais très bien, on a d'autres critères de tests dans d'autres sciences qui sont beaucoup plus sévères, et c'est ce que recommanderait un poporien ou une poporienne. Et je recommande là-dessus la lecture de Deborah Mayo, Error and the Growth of Knowledge, qui essaye de montrer comment est-ce qu'on peut interpréter les tests statistiques comme des tests sévères. Voilà. Merci. Une question ici? Merci pour la présentation qui est vraiment très claire. Mais j'ai l'impression qu'un des problèmes principaux du principe anthropique, c'est de savoir si nous sommes des observateurs typiques et si des lois complètement différentes ou des paramètres complètement différents de l'univers ne pourraient pas produire quand même des êtres complexes observateurs. Oui. Donc là, on ne peut pas y répondre à cette question. Très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. Je n'ai pas parlé, mais c'est tout à fait un problème. C'est de savoir, en fait, tous ces problèmes-là, en fait, se relient à un autre domaine, qui est celui de la question de la définition du vivant et de l'origine du vivant. Là, on ne parle de la vie que telle qu'on la connaît et de l'apparition d'observatrices qui nous ressembleraient. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Je ne vais pas faire de la science-fiction, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des observatrices dans des univers, des observatrices en matière noire? Je ne sais rien. Enfin, il y a une possibilité de variabilité dans la définition de la conscience, de la vie, qui est tellement large que, comme vous le dites très bien, en fait, on ne réfléchit pour l'instant que sur de la vie comme nous. Et l'appellation même de principe anthropique, c'est une mauvaise appellation. C'est une forme d'anthropomorphisme. On a une dernière question, après il faudra enchaîner sur la conférence. Oui, je te remercie beaucoup, c'était très précis et le panorama était vraiment magnifique. Mais ce qui m'a et le fait que tu articulais le problème des multivers à celui au principe anthropique, c'est l'entrée qui me semblait la plus judicieuse. Et ce que je ne comprends pas, c'est que dans les années 30, alors pas sous ce nom-là, mais lorsqu'il y a un retour à Leibniz, à la théorie des mondes possibles, etc., pas dans un point de vue, disons, des sémantiques modales auxquelles tu as fait référence, mais d'un point de vue plus philosophique et plus proche aussi des problèmes cosmologiques,
ça intervient plutôt comme un sélecteur. Alors, il y a un auteur qui est peu connu, mais que Jean-Jacques connaît aussi, c'est Hausdorff, dans son œuvre philosophique, introduit un principe, c'est-à-dire il y a des mondes possibles, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a un aspect à la fois nietzschéen, kantien, etc. chez Hausdorff, donc finalement, il y a aussi une théorie des probabilités non standard. Voilà, c'est un point intéressant. Donc, ce qui fait que c'est des probabilités subjectives, mais elles sont pas bayésiennes. Donc, voilà. Et il est très critique vis-à-vis de la formule de Bayes. En tout cas, voilà, je passe là-dessus. Et en fait, le principe anthropique fonctionne de façon archi-minimale. Simplement, finalement, c'est ce qui est présupposé par, on pourrait dire, le principe d'observabilité qui avait été énoncé hier. Donc l'attitude, disons, la plus positiviste, en réalité, fait usage d'un principe anthropique dont elle n'a pas conscience, puisqu'elle soumet toute chose à la testabilité. Or, quel est le privilège absolu qu'on accorde à la position qui est la nôtre pour pouvoir dire c'est possible, c'est pas possible. D'accord? Et donc rejeter tel modèle au nom d'un critère que nous avons énoncé et comme étant un critère ultime. Et donc ce qui fait que même là, en réalité, on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. Il y a du finalisme caché, en réalité, dans cette position positiviste, puisqu'elle pose comme sélecteur ultime d'hypothèses, de thèses, de modèles, etc., c'est son propre critère à la fois de cohérence et surtout d'observabilité. Or, on pourrait effectivement se demander, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sens ou d'autres capacités d'observation? Et quand on regarde l'astronomie, c'est fondé principalement sur même si c'est très médiatisé, enfin, il y a beaucoup de médiation en fait, c'est toujours l'observable, donc l'œil, enfin, la vision est toujours privilégiée, les lecteurs, enfin, les appareils de mesure, etc., sont toujours avec des gradations qui se lisent en réalité, donc on a, tout doit être traduit en mesure visuelle, enfin, quelque chose qui est observable au sens visuel. Donc voilà, donc c'est ça un peu là, enfin, j'en parlerai demain, mais enfin tout à l'heure, mais il y a une version, on pourrait dire leibnizienne réadaptée, qui est vraiment très minimaliste en réalité, c'est-à-dire et qui ne fait qu'extirper ce qui est implicite dans la position standard en réalité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Je pense qu'effectivement, merci beaucoup, ce serait intéressant pour la référence, elle est assez rock'n'roll. Oui, c'est... mais c'est vrai qu'une histoire vraiment complète du principe anthropique et du multivers intégrerait Leibniz, clairement, et surtout les reprises de Leibniz au 19e et au 20e siècle, des reprises non standards comme ça que tu viens de dire. Donc, merci beaucoup pour la réponse. On ne pourra pas prendre d'autres questions, je suis désolé, on vous remercie une nouvelle fois.